Donc, j'admets. Bonjour. Bonjour, bonjour, Bonjour. 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 Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On a encore quelques personnes qui se joignent à nous. Là, je vous propose d'attendre peut-être une minute encore. On a dû changer le lien, mais je pense que vous avez reçu quelques notifications là, avec le nouveau lien Zoom. Avec le changement d'année, Zoom, il y a une reconfiguration des fois qui se fait comme ça. Donc, Micheline, on est à 24, puis je vais admettre les gens au fur et à mesure qui vont entrer dans la salle d'attente. C'est excellent, merci Audrey. Alors, il est midi et une, alors sans plus tarder, on va pouvoir commencer. Juste préciser que ce webinaire est enregistré, donc en vous joignant à nous, vous consentez à l'enregistrement qui se poursuivra jusqu'à 13 heures, après quoi nous avons une période là de discussion plus informelle qui sera pas enregistrée. Bienvenue à tout le monde à ce webinaire du Pré-CRISA, qui est consacré à la présentation du partenariat citoyen, la charte du partenariat citoyen du Pré-CRISA. Et euh, merci d'être avec nous, que vous soyez déjà engagé dans des démarches de partenariat citoyen ou bien que vous soyez simplement intéressé, curieux, curieuse d'en apprendre davantage. Euh, je me présente brièvement. Je suis Micheline Nagem. Je suis coordonnatrice du réseau Précrisa et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec vous aujourd'hui. Pour situer le contexte, d'abord quelques mots sur le réseau Précrisa. Le Précrisa est un réseau thématique de recherche soutenu financièrement par le Fonds de recherche du Québec secteur santé, qui s'intéresse à la prévention et à la préparation des crises en santé. On rassemble des personnes de différents milieux, différents secteurs et on vise à favoriser des approches collaboratives qui sont ancrées dans les réalités des milieux et des personnes qui sont concernées. Le partenariat citoyen, c'est un de nos principes directeurs au Pré-CRISA. C'est au cœur de nos façons de faire, de nos projets et de nos réflexions. Et pour encadrer ce principe directeur, on a réalisé notre charte, la charte qu'on vous présente aujourd'hui, euh, qui se veut un repère commun et un outil vivant et évolutif qui peut être questionné, discuté et qu'on veut s'approprier. Euh, j'ai le plaisir de vous présenter nos trois invités. Je vais prendre le temps de bien vous les présenter parce que vous les connaissez peut-être déjà, mais je veux ou bien vous allez mieux les connaître ou bien ben, vous allez les connaître pour une première fois. Alors, Audrey L'Espérance, elle est co-directrice de l'axe Confiance, Savoir et Engagement du réseau Précrisa. Elle est professeure adjointe en gestion de la santé et des services sociaux à l'École nationale d'administration publique, l'ENAP à Montréal, et directrice associée du Récit, un réseau de recherche sur les savoirs citoyens et les approches co-créatives. Formée en sciences politiques, ses travaux portent notamment sur la participation des patients et des citoyens dans l'écosystème de la santé, ainsi que sur la mobilisation et l'intégration des savoirs expérientiels dans les politiques publiques. Audrey est chercheuse régulière à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie et au Centre de recherche sur la gouvernance. Bonjour Audrey. Bonjour, Clara Micheline. Dallaire est citoyenne partenaire et elle est aussi co-directrice de l'Axe Confiance, Savoir et Engagement du Pré-CRISA.
Ostéopathe de formation, elle a réorienté son parcours professionnel à la suite de son expérience de vie avec la maladie, tant la sienne que celle de son fils. Elle détient une maîtrise en éducation, un microprogramme en éthique clinique et elle est actuellement candidate au doctorat en éthique clinique. Clara est impliquée depuis plusieurs années comme patiente partenaire formatrice au bureau du patient partenaire de l'Université de Montréal et elle est co-responsable du bureau de partenariat patient famille communauté en recherche du centre de recherche Azrieli du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Bonjour Clara. Guy Poulain est citoyen partenaire, co-directeur du réseau Précrisa et co-titulaire citoyen de la chaire de recherche en santé durable. Il cumule plus de 40 ans d'expérience dans le milieu communautaire et dans le réseau de la santé et des services sociaux. Fortement engagé, il défend l'importance de la parole citoyenne dans la recherche et dans l'organisation des services. Guy est impliqué, entre autres, auprès de Vitam, Centre de recherche en santé durable, de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, l'INES, du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, le CEPPP, et de différents comités et projets de recherche. Je pense que Guy va être vraiment fier de moi parce que j'ai évité tout acronyme en vous les présentant. Alors Excellent. voilà. Voici comment se déroulera le webinaire. Pour commencer, Audrey L'Espérance nous présentera la charte du partenariat citoyen pendant environ 15 minutes. Ensuite, on va ouvrir une période de discussion et puis jusqu'à 13 heures. Et puis là, les trois panélistes et moi-même, on tient à vous dire que toute question est bienvenue. Toute question, réflexion, réaction à la charte, tout est bienvenu. Et après 13 heures, l'enregistrement prend fin et celles et ceux qui le souhaitent, vous restez avec nous et on continue les échanges de façon informelle. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Audrey L'Espérance qui va vous présenter la charte du partenariat citoyen. Merci beaucoup, Micheline. Merci pour l'introduction, puis merci pour votre présence à toutes et à toutes et à tous ce midi. C'est vraiment un plaisir de voir autant de gens être intéressés à notre charte, mais aussi au partenariat citoyen de façon plus large. Je vais partager mon écran parce que je vais vous présenter la charte, pas seulement à l'oral, mais aussi, je vais tenter de vous montrer aussi quelques visuels qu'on a développé en collaboration avec Micheline, Clara et Guy lorsqu'on a préparé notre charte. Donc, au Précrisa, et Micheline l'a mentionné rapidement dans son introduction, mais pour moi, c'est important de placer cette charte-là à l'intérieur du travail qu'on fait dans le réseau. On a un mandat de regrouper les forces vives en recherche autour de la prévention des crises qui affectent la santé du vivant. Quand on parle de santé du vivant au Précrisan, on parle de santé, oui, bien sûr, des humains et de la santé publique en général, mais aussi de la santé de nos écosystèmes et des animaux avec qui on cohabite. Et dans cette vision, une seule santé, je veux dire, il y a déjà un souffle qui est insufflé d'aller, je dirais, plus loin que les savoirs qu'on reconnaît de façon, je dirais, scientifique et institutionnelle, mais d'aller vers des savoirs d'expérience qui, je dirais, sont propres à nos écosystèmes et à la vie dans ces écosystèmes-là. Donc, dans les principes directeurs du Précrisa, il y a cette idée d'une seule santé, mais il y a aussi ce qu'on considère être les 4 C de l'ONU en gestion de crise, c'est-à-dire la coordination, le renforcement des capacités, la collaboration et la communication. Pourquoi je vous montre d'autres principes que celui du partenariat citoyen pour vous introduire, vous présenter une charte sur le partenariat, c'est que pour nous, ces principes-là se renforcent les uns les autres et donnent aussi tout son sens à faire de la participation avec les citoyens un moteur de la science, mais aussi de la prévention des crises qui affectent la santé du vivant. Donc, le 4C de l'ONU en gestion de crise, une seule santé et l'aspect de gouvernance collaborative nous amènent vraiment à renforcer notre travail, notre quatrième principe directeur qui est celui du partenariat citoyen.
Pour pouvoir travailler ensemble, il nous fallait avoir je dirais une compréhension commune de ce qu'on parlait lorsqu'on parle de partenariat avec les citoyens dans un réseau de recherche comme le Prix CRISA. Et donc, on s'est affairé, Guy, Cara, moi et Micheline, à mettre ensemble les principes qui guideront notre travail comme, je dirais, directeur, co-directeur du réseau, mais aussi le travail de tous les membres de notre réseau lorsqu'ils s'engagent dans une démarche qui est liée avec le travail du Prix CRISA. L'objectif de la charte, comme je vous dis, c'est de créer une vision commune, mais aussi avoir une réflexion qui est systématique sur le développement d'une stratégie de partenariat citoyen pour le réseau, mais aussi chez les chercheurs qui composent notre réseau. Donc, d'être capable aussi de permettre une espèce de réverbération, une influence qu'on pourra insuffler chez les personnes qui sont membres du Pré-CRISA. Et sachez que des membres au Pré-CRISA, on a des membres chercheurs, bien sûr, mais on a aussi des membres citoyens qui composent notre membership. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil, j'ai vu Anne qui est en ligne, donc Anne Bérard, là, qui est une patiente partenaire depuis le début de cette démarche-là et qui est aussi très, très investie dans le travail de notre réseau. Pour nous, la charte, elle nous permet aussi d'avoir une cohérence dans le travail qu'on fait. Donc, généralement, quand on produit une charte comme celle-là, on ne l'a pas produite seul, hein, on l'a produite, oui, à quatre au départ, mais on est allé chercher vraiment, je dirais, la rétroaction de l'ensemble de nos membres pour être capable d'avoir une vision commune, mais aussi une façon un engagement face à cette charte-là dès sa création, ce qui nous permet de structurer de façon cohérente nos stratégies de partenariat tout au cours des années qui vont suivre. Mais on veut aussi, puis je pense que ça, c'est c'est notre côté, comment je dirais, influenceur. C'est on essaie d'inspirer aussi des initiatives externes à intégrer des bonnes pratiques en matière de partenariat avec les citoyens. Donc, d'inspirer d'autres initiatives dans l'écosystème de la santé, mais pas seulement, pour pouvoir soutenir plus d'engagement citoyen, plus de valorisation de ces savoirs-là en recherche, mais pas seulement. Et donc, c'est pour ça qu'on vous invite aujourd'hui à nous poser vos questions, à aller plus loin, parce que si vous voyez un intérêt pour notre travail dans ce que vous faites, ben, on en est fort aise, fort heureux. La première étape pour nous, ça a été de développer une définition de ce que c'est le partenariat citoyen. OK? Puis d'ailleurs, d'emblée, on est arrivé à l'idée que le partenariat, c'est d'abord et avant tout une posture collaborative. C'est une posture collaborative pas seulement pour les chercheurs ou les professionnels, mais aussi pour les citoyens qui veulent s'investir dans des projets de recherche. Donc, une posture collaborative, c'est une manière de travailler ensemble pour valoriser à la fois les savoirs des citoyens, des chercheurs, des décideurs avec lesquels on collabore. Il faut mettre en commun ces savoirs-là, mais il faut surtout les reconnaître et y voir une complémentarité dans les savoirs. Et ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à obtenir. Donc, c'est pour ça qu'on voulait l'inscrire directement dans la charte. Du moment où on reconnaît qu'il y a une complémentarité et une valeur à l'ensemble de ces savoirs-là, on peut se retrouver ensemble à collaborer sur des projets et à travailler sur le développement de ces projets-là et la réalisation des projets. Pour pouvoir arriver à reconnaître les savoirs et à les mettre en commun, il faut d'abord qu'on ait une posture, oui, collaborative, mais qui est fondée sur la confiance des uns des autres et permettre la co-responsabilité et la collaboration. Bien entendu qu'on n'a pas les responsabilités qui sont partagées sur l'ensemble
des étapes d'une réalisation de projet, mais l'idée, c'est d'aller trouver là où on peut justement être le plus possible à déterminer sur quoi on se permet de travailler ensemble et d'être transparent par rapport à l'ensemble des démarches dans lesquelles on s'investit. Comme réseau, c'est important aussi que, comme institution, comme regroupement, on crée des espaces qui sont inclusifs et surtout adaptatifs et souples pour que chaque voix puisse compter. On a tout d'abord réfléchi à notre gouvernance comme réseau, ce qui a été extrêmement important, mais ensuite, on y réfléchit dans le quotidien, dans la manière dont on anime nos rencontres, dans la manière dont on développe nos projets. Donc, cette création d'espace-là, elle va continuer dans les années à venir, mais elle est nécessaire pour pouvoir se permettre justement ce travail collaboratif-là. Et finalement, c'est la reconnaissance des citoyens comme véritables partenaires. Donc, quand on dit véritable partenaire, je parlais de transparence plus tôt, mais c'est de considérer que ce n'est pas des partenaires qui sont que des collaborateurs périphériques, mais réellement des co-directeurs, comme Guy est un co-directeur du réseau, comme Clara co-dirige avec moi l'Axe quand on travaille sur le développement de nos plans de travail, par exemple, on le fait en commun, on essaie de développer ça ensemble pour être le plus possible capable de reconnaître que le partenariat, c'est de travailler sur nos relations de pouvoir, c'est d'essayer de trouver des zones où on est capable d'égaliser ou en tout cas de créer de l'équité dans nos rapports les uns avec les autres le plus possible. Euh, le partenariat citoyen, c'est aussi une diversité qui est essentielle. Donc, ça inclut le grand public, les usagers des services publics, les personnes qui sont concernées par des enjeux spécifiques liés à la prévention des crises. On a beaucoup parlé de partenariat avec les usagers ou avec les patients dans le réseau de la santé dans les dernières années. On voulait au pré-crisant, aller plus loin dans notre réflexion parce que la gestion des crises ou les crises qui affectent le vivant, c'est des crises qui n'ont pas nécessairement, qui ne se vivent pas nécessairement que dans le réseau de la santé et des services sociaux, hein. Ils se vivent dans nos communautés, dans notre quotidien, dans nos réseaux. Et donc, il y avait un travail à faire sur réfléchir à l'ensemble des savoirs qui sont bénéfiques et importants à intégrer et à réfléchir avec ces personnes-là. Donc, pourquoi on utilise le partenariat, on réfléchit au partenariat citoyen, au pré-CRISA, c'est parce que justement, on veut intégrer cette perspective du grand public, mais aussi des personnes qui sont concernées par l'ensemble des enjeux, pas nécessairement que les patients et les usagers de services publics, qui sont tout aussi importants, mais c'est des voix qui sont plurielles. Euh, on fait aussi particulièrement attention à des voix qui sont historiquement ou systématiquement moins entendues dans le réseau. Donc, à chaque fois qu'on essaie d'impliquer, puis là, on fait ce travail-là actuellement, puis de réfléchir à qui est-ce qu'on a comme perspective, quel type de perspective on a dans notre réseau, puis à chaque fois d'essayer de faire du recrutement aussi de façon, je dirais, intentionnelle pour aller chercher des voix qui sont moins entendues. Chaque groupe, pour nous, apporte une perspective qui est unique et complémentaire. Donc, ça se pourrait que dans certaines initiatives, on aille chercher plusieurs types de voix, donc plusieurs perspectives qui vont venir justement alimenter, bonifier, un peu comme on le fait hein, quand on construit des équipes de recherche, on va aller chercher des gens de disciplines différentes. C'est la même chose avec les citoyens avec lesquels on entre en partenariat, c'est qu'on va aller chercher un maximum de perspectives pour pouvoir nourrir nos réflexions collectives. Je vous amène à peut-être, ça c'est qui, de qui on parle hein, quand on parle de partenariat citoyen. Je vais vous amener un peu sur le comment, parce que c'est pas vrai qu'on est toujours en coproduction ou en
construction. On peut l'être, c'est ça je dirais, notre visée principale. C'est vers là qu'on veut aller. C'est vers là qu'on tend. Mais on sait qu'à certains moments, on réfléchit à des gradations ou dans un continuum de participation. Donc, à chaque étape ou dans le continuum, on part de l'information pour aller vers la consultation, l'implication, la collaboration et finalement des projets qui seraient autogérés, par exemple. On parle d'autonomisation dans ces contextes-là. On peut voir l'ensemble de ces possibilités-là dans notre, je dirais, éventail de projets. Donc, ce n'est pas nécessairement toujours de la co-gestion comme on le fait, par exemple, dans nos axes de recherche. On peut être plus en collaboration ou faire des consultations, mais à chaque fois, on va se demander comment est-ce que je peux co-construire ce travail de consultation-là avec les patients partenaires, les citoyens partenaires, les usagers partenaires qui sont dans nos équipes de recherche. Je vais vous donner un exemple concret de ça. C'est que on a des chercheurs au prix CRISA qui développent des contenus d'information destinés au grand public de l'information de santé publique là, qui est destinée au grand public, mais ils le font en co-construction avec des citoyens partenaires. Donc, des fois, on est dans une formule informative, hein, c'est le prix CRISA qui va s'installer pour pouvoir informer le public, mais on va essayer le plus possible d'être en co-construction de ces contenus d'information-là pour s'assurer que les contenus soient ajustés au public dont on parle, soient développés de façon consciente en intégrant les perspectives des personnes qui sont directement, je dirais, notre auditoire visé. On peut le faire pour la consultation ou pour d'autres formes, mais au pré-CRISA, vraiment, on va se donner une intention de co-construction, peu importe l'échelle de participation dans laquelle on va s'inscrire. Et ça, si vous avez des questions, éventuellement, si vous voulez des orientations par rapport à des projets que vous menez, ça nous fera plaisir avec Clara et Guy de pouvoir vous donner des exemples ou même pouvoir vous aider à réfléchir à ces zones de travail-là. Je veux juste être certaine. Oui, OK, parfait. Je veux juste être certaine qu'il n'y a personne qui nous attend dans la salle d'attente. Finalement, euh, un des engagements du pré-CRISA, là, c'est vraiment de s'efforcer à renforcer nos capacités collectives par rapport au partenariat avec les citoyens. Parce que c'est bien d'avoir une gouvernance qui est partagée, hein. Comme je vous disais plus tôt, on a des instances décisionnelles au réseau dans lesquelles sont inclus des citoyens partenaires, dans lesquelles on va encore davantage inclure des citoyens partenaires dans les années qui s'en viennent. On tente vraiment à travers la charte, mais à travers d'autres moyens qu'on s'est donnés collectivement de reconnaître les savoirs des citoyens, entre autres en valorisant leur participation, en compensant la participation des personnes qui sont impliquées dans les projets, par exemple. Ça, c'est une forme de reconnaissance qu'on a développée. Mais on veut aussi renforcer la capacité de l'ensemble de nos partenaires à travailler en partenariat avec des citoyens. Et donc, pour nous, c'est important d'offrir de plus en plus d'accompagnement, mais aussi de donner accès à des webinaires comme c'est le cas ce midi et des formations éventuellement qui vont venir avec la charte. Donc, on s'est donné un engagement qu'on a inscrit dans la charte, un peu comme une espèce de vision qu'on pourra revoir avec les années, mais qui est importante pour nous pour pouvoir avancer, je dirais, collectivement vers je dirais, objectif. Le dernier gros morceau de la charte qui est important pour nous, c'est les principes directeurs qu'on a déjà, là, que je vous ai déjà mentionné depuis le début de la présentation. Mais pour nous, c'est important un peu de les placarder, de se le donner comme une espèce euh, de vision commune de qu'est-ce que ça nous demande individuellement, mais aussi collectivement comme adoption de principe là, pour pouvoir entrer en partenariat avec des citoyens de façon concrète mais significative aussi. Et on est allé chercher
des principes qui avaient été élaborés dans le passé par un groupe de citoyens partenaires dans l'ensemble du Canada, là, dans un projet qui s'appelle Apprendre ensemble, mais qu'on voyait qui se transposait très bien dans le contexte du travail du pré-CRISA. La première chose, le premier principe, c'est celui de la relation. Le partenariat avec les citoyens, c'est d'abord et avant tout développer des liens de confiance puis un climat sécuritaire dans lequel on peut travailler. C'est le respect, c'est l'inclusion, mais c'est de considérer que le partenariat, c'est de développer des relations, oui, avec des partenaires individuels avec qui on travaille, mais c'est de valoriser la relation aussi avec les citoyens qui sont concernés par nos projets, par nos initiatives. Le deuxième principe, c'est celui de la co-construction. Je vous en ai parlé. Donc, c'est de collaborer de façon active et équitable du début à la fin pour élaborer ensemble vraiment des solutions qui sont partagées. La co-construction, c'est à la fois un moyen et une fin, puis il faut le mettre au cœur de ce qu'on fait quand on travaille en partenariat. Le soutien et l'élimination des barrières, les gens qui font du soutien au partenariat, comme ça a été mon cas pendant plusieurs années, le savent. On n'a pas seulement à offrir du soutien aux personnes avec qui on travaille, aux citoyens avec qui on travaille, mais c'est aussi d'enlever des obstacles. Donc, de travailler pour enlever le plus possible les obstacles autour de nous pour permettre vraiment un travail puis un engagement qui est inclusif. Le principe de transparence que je vous ai mentionné, donc d'assurer une communication qui est claire, qui est honnête. Des fois, ça peut revenir à des choses aussi simples que partager l'information, rendre disponibles les budgets, les documents d'information qui composent notre projet. C'est le genre de choses, avoir des discussions ouvertes sur l'ensemble de la réalisation de nos projets, ça fait une très grande différence sur la capacité justement de travailler ensemble de réfléchir à la pérennité, hein, de développer, mais surtout de maintenir les collaborations qui sont durables. Ça veut dire que même à la fin d'un projet, il faut réfléchir à comment notre relation avec les citoyens qu'on a développé peut perdurer, des fois à travers d'autres formes de partenariat ou de collaboration. Et au Pré-CRISA comme réseau, ça nous tient à cœur parce que ça veut dire aussi de créer une relation de confiance qui va pouvoir être cyclique, pouvoir être intensive pendant certains moments, mais peut-être se réduire en intensité à d'autres, mais de garder le lien. Et ce lien-là, vraiment, est important comme finalité de réfléchir à la transformation. Dans tous les cas, Guy et moi travaillons aussi sur d'autres initiatives où on s'est dit, en fait, les citoyens partenaires, les citoyens qui s'engagent en recherche ou dans des réseaux comme le Prix CRISA, ils ne le font pas seulement par gaieté de cœur parce que c'est plaisant, j'espère que ce l'est, j'espère que c'est agréable, mais on le fait aussi pour favoriser des changements, hein, des changements qui sont systémiques, communautaires, sociaux, individuels. Donc, il faut réfléchir aussi dans cette perspective-là. Puis, je pense que ça fait partie aussi des postures dans lesquelles les chercheurs doivent s'inscrire pour pouvoir travailler avec des citoyens. Finalement, celui d'équité, diversité et inclusion, on l'a très bien établi, mais c'est de garantir à toute personne un engagement qui est équitable et valorisé, quelle que soit son identité ou ses expériences. Donc, pour nous, cette idée de diversifier les expériences, de créer de l'équité dans nos manières de collaborer, mais aussi de créer plus d'espace collaboratif pour plus d'inclusion, c'est vraiment au cœur de notre travail. Et donc, on essaie d'insuffler ces principes-là chez les chercheurs, chez les membres de notre réseau. Pour le réaliser, parce que c'est bien beau des grands principes, mais on veut aussi que ça tombe dans le concret à certains moments, puis on le sait que pour plusieurs équipes, on a besoin justement d'avoir des accroches concrètes. On a développé en marge de la charte un mandat d'engagement des partenaires citoyens du réseau Pré-CRISA. Donc, un mandat d'engagement, c'est en gros de pouvoir décrire comment et pourquoi, dans quelle optique on entre en partenariat. Généralement, ces outils-là sont remplis en collaboration. Donc, c'est un peu comme construit comme un questionnaire. On se pose des questions en commun, on y répond ensemble pour essayer de mettre un peu nos rôles et nos responsabilités sur papier, à l'écrit, pour se donner des balises sur lesquelles on construit le partenariat, mais ensuite, pour pouvoir aussi se permettre de les revisiter
à certains moments. Donc, le mandat, c'est pas un document qui devrait être fixe, hein, c'est un document qui devrait vivre aussi au fil du partenariat, mais ça nous permet aussi de clarifier les façons dont on entre en partenariat, les façons dont on veut travailler ensemble. Puis ça nous permet aussi de s'assurer d'avoir une vision commune, concrète, très pragmatique du partenariat en début de projet. Donc, par exemple, là, l'ensemble des patients, des usagers, des citoyens, des patients partenaires qui collaborent avec nous au Précrisa dans les prochains mois, là, on a déjà ou on va, si ça n'a pas déjà été fait, remplir un mandat d'engagement avec ces personnes-là pour s'assurer que, justement, on a concrétisé, clarifié les rôles et les responsabilités de chacun et ça va être fait de façon, je dirais, continue pour les prochaines années. Donc, ce mandat-là est aussi disponible avec la charte sur notre site web. euh, et ça peut être une manière pour vous là, de démarrer une initiative de partenariat. Je vous fais seulement un petit point avant de peut-être ouvrir à Clara et Guy qui m'écoutent depuis tantôt puis qui ont peut-être plein de choses à rajouter à ce que je vous présente. Mais un petit point sur la section 6 que vous voyez ici qui est tout petite, là. Vous ne voyez peut-être pas l'écrit, mais c'est la section de la compensation. Nous, on a une politique au Précrisa de compensation des personnes avec qui on collabore, donc des citoyens partenaires du réseau. C'est une politique de compensation qui a été construite à partir là, de nos institutions d'attache. Là, dans le cas du Précrisa, c'est l'UQAR. Mais pour vous, vous devez, si jamais vous voulez développer un mandat d'engagement comme celui-là, réfléchir aux politiques de compensation dans votre propre institution pour vous assurer que vous êtes en phase là, justement avec les politiques de votre institution. Mais ça peut vous donner une bonne idée là, de ce que nous, on a réussi à faire, puis sur lequel nous, on se base, en sachant que c'est peut-être pas 100% transférable à toutes les institutions de recherche au Québec, mais qui peuvent quand même vous donner des bons paramètres là, sur lesquels vous appuyer. Euh, Juste pour vous donner une petite idée, nous, on s'est donné aussi un mandat, comme je vous disais, d'accompagner les projets qui nous semblent importants, d'importance au pré-CRISA. Puis on s'est donné un peu des balises pour dire, ben, ce projet-là, on va aller le soutenir ou cet autre projet-là, on va peut-être leur donner ou les orienter vers d'autres ressources. Et bref, nous, c'est vraiment important de voir que vous avez une capacité, un enjeu, que vous respectez ou en fait que vous embrassez les principes de notre charte, que vous avez envie de mobiliser des citoyens et des communautés qui sont concernés dans votre projet, que vous avez la capacité aussi de démarrer cette démarche-là, que vous avez aussi je dirais, que votre thématique, ou en tout cas que le projet soit orienté vers les mêmes, je dirais, orientations stratégiques que le pré-crisant. Du moment où c'est le cas, euh, dans ce cas-ci, Guy, Clara, moi, d'autres personnes comme Micheline du réseau, on va essayer de vous accompagner du mieux qu'on peut pour que vous puissiez vous-même développer vos stratégies de partenariat dans vos projets pour pouvoir justement, si ce n'est pas de commencer une nouvelle aventure de partenariat avec les citoyens, de continuer ou de développer une nouvelle stratégie pour impliquer les citoyens dans vos projets. Mais pour nous, c'est important d'être là pour nos membres, entre autres, pour pouvoir soutenir, développer, comme on disait, là, renforcer les capacités entourant le partenariat avec les citoyens là, en recherche, puis surtout en recherche sur la prévention des crises. Donc, je vous laisse là-dessus. Puis peut-être que j'ouvrirai, je vais arrêter le partage pour que on se voit tous, puis que ça soit un peu plus convivial. Puis je donnerai peut-être le, le micro parce que j'ai parlé beaucoup à Guy et Clara là, qui ont probablement des choses aussi à rajouter. Lara, tu veux y aller ou tu veux que j'y aille? Vas-y, ton micro t'est déjà ouvert. Ah, J'irai OK. après. C'est bon. D'abord, excusez ma voix, là, si elle manque un peu, là. J'ai un rhume
un rhume d'homme, n'est-ce pas, fait qui me tombe dans la gorge. Alors, je vais essayer de conserver la voix le peu qui me reste. Évidemment, je ne répéterai pas ce qu'Audrey vient de dire, là. C'est tout à fait clair, puis vous pouvez lire la charte, etc. Moi, ce que je veux juste ajouter, puis tantôt, peut-être dans les questions, pour aller plus loin, là, ce sera en fonction de vos besoins, c'est faut toujours avoir en arrière, derrière soi, que notre système, notre système de santé dans le sens large du terme, là, pas juste dans le sens du système de soins, euh, on décide beaucoup de choses pour nous, pour les citoyens, les citoyennes, les patients, les patientes, et on fait pas beaucoup les choses avec nous. Puis avoir une implication citoyenne dans la recherche, dans l'organisation des soins, dans les orientations de prévention, etc., que ce soit dans les institutions, etc. On doit travailler ça en se disant toujours que pourquoi on fait ça. Ces institutions-là n'ont pas été mises au monde pour les gestionnaires, pour les professionnels, pour les chercheurs. Ils ont été mis au monde pour avoir des outils pour que les gens soient mieux, avoir un mieux-être collectif, avoir une meilleure santé générale, etc. Puis c'est toujours un peu surprenant de voir qu'on a développé un système où beaucoup de gens décident pour nous, les citoyens, citoyennes en général, sans trop vérifier et demander notre avis, nos opinions. Alors, travailler avec les citoyens dans un contexte comme dont on parle, on dirait, avec la charte, etc., c'est comme de faire un pas dans cette direction-là. C'est sûr que c'est pas une formule magique miraculeuse, mais de se dire, quand on fait ça, qu'on travaille avec les gens, avec les communautés, avec les personnes, ben, on s'assure le plus possible de s'approcher des vrais besoins des gens et donc des vrais enjeux de ces personnes-là. C'est pour ça que ça, c'est un élément central. Puis l'autre élément central pour moi que je ne veux pas négliger non plus, quand on parle de posture, c'est dans le fond, les succès du partenariat, c'est beaucoup dans l'intangible. Qu'est-ce que je veux dire par l'intangible? C'est est-ce que le chercheur, le gestionnaire, le professionnel, etc., a une réelle ouverture à travailler avec les citoyens et les communautés? Est-ce qu'il a envie, est-ce qu'il y croit, est-ce qu'il pense que ce savoir-là citoyen peut être utile pour développer son projet, pour développer une pertinence dans son projet. Et quand ça fonctionne bien, les partenariats, moi j'ai eu plusieurs expériences, puis Clara, chez Ganoné aussi, puis Audrey, où ça fonctionne bien, c'est quand on sent cette espèce d'humilité-là, d'ouverture, de transparence, avec de reconnaître, de recevoir cette expérience-là citoyenne, d'où l'importance de les financer de les compenser parce qu'on reconnaît que leur savoir est aussi important que les professionnels autour de la table. Puis d'où l'importance, pour ceux que Audrey faisait un peu la blague, ou pas Audrey et Micheline, excusez-moi la blague sur les acronymes, ben, vous savez, ça a un impact direct. Des fois, on cherche des grands impacts de retombées. Ben, quand on a une couple de citoyens ici autour de la table, puis que des professionnels se mettent en parlant d'acronymes, ben, c'est ceux qui comprennent rien. Puis le monsieur, madame, tout le monde ne comprend rien. Alors, déjà, qu'est-ce que ça signifie? On fait un peu de blague là-dessus, mais ce que ça signifie, c'est faut rendre la connaissance accessible. Il faut rendre les données probantes accessibles. Il faut avoir un langage que tout le monde comprend pour s'assurer que les impacts vont être réels et concrets pour tout le monde. Alors, je trouve que c'est ces deux éléments-là qui font que ça vaut le coup. C'est comme donner un sens au partenariat. Puis je sais que c'est pas nécessairement facile tout le temps parce que les bailleurs de fonds, les conditions de subvention et de financement ne sont pas nécessairement favorables dans ce sens-là. Puis je termine en disant que c'est bien qu'un chercheur soit cité, un des 5 chercheurs les plus cités dans son domaine à travers le monde. C'est très bien, mais moi, ce qui est plus important, c'est est-ce que ces recherches changent quelque chose dans la vie des gens? Ben, est-ce que les gens l'entendent, sa recherche? Est-ce que les gens ont accès à ça? Ou c'est sur une belle tablette en anglais dans une revue savante que seuls les chercheurs ont accès finalement? Alors bref, on pourra en parler plus longuement tout à l'heure. La présentation d'Audrey était très bonne, mais moi je pense il faut trouver un sens au partenariat d'abord et avant tout. Puis la charte, puis le mandat d'engagement, ben, c'est des outils, mais il faut d'abord avoir une attitude, une posture d'ouverture, de transparence et de confiance. Et surtout, je dirais d'humilité, parce que l'humilité, ça veut dire partager le pouvoir, des connaissances avec les savoirs citoyens. Puis je pense qu'on est tous gagnants quand on fait ça. Voilà. À toi, Clara. Oui, je vais y aller rapidement. Je pense que Guy a dit beaucoup de choses pour compléter ce que Audrey disait. Euh, Moi, il y a quelque chose qui me vient souvent avec les chercheurs ici que j'accompagne au centre de recherche, mais également aussi dans d'autres projets sur lesquels je travaille. Souvent,
On dirait que les gens dans les équipes veulent absolument avoir les conditions parfaites et idéales avant de plonger. Puis ça, je m'excuse de péter des bulles, vous l'aurez jamais avant de le faire, de toute façon. Puis même pendant que vous allez le faire, ça sera jamais parfait. Puis c'est ça la beauté de la chose, je crois. C'est aussi cette espèce d'imperfection-là et de capacité aussi à naviguer avec l'inconnu puis l'incertitude. Puis comme on parlait de partage de pouvoir, on parlait aussi de partage de responsabilité. Ben, quand on engage réellement des citoyens, des patients, quiconque n'est pas nécessairement issu directement du monde de la recherche, ben, ça permet aussi de partager un peu cette pression-là que les chercheurs ont par rapport à toutes sortes de conjonctures. Mais quand on est transparent puis qu'on nomme c'est quoi, ben des fois, il y a des solutions qui viennent des citoyens puis qui viennent des partenaires que vous avez qui sont peut-être des fois un peu en dehors du cadre normal, mais qui est intéressant aussi à co-construire ensemble. Donc, avec cette humilité-là aussi de pas posséder toutes les connaissances possibles et que ça se peut que le partenariat citoyen fasse un peu ébranler les cases qu'on a à cocher, mais des fois, c'est le fun parce que cette créativité-là permet de réfléchir autrement. Et je pense que c'est un peu cette posture-là d'ouverture, d'humilité qui fait en sorte qu'on est capable de travailler ensemble, à trouver aussi des solutions à des situations des fois qu'on trouve un peu inconfortables. Mais quand on partage cet inconfort-là, tout le monde ensemble, bien, on dirait il est moins lourd. Donc, je pense que c'est un autre avantage aussi à travailler en collaboration. Je vais laisser, je pense, Micheline animer un peu les questions du public, puis on y reviendra de toute façon à ces idées-là. Donc, voilà. Micheline, je te laisse la parole. Merci Clara. Justement, on ouvre la période de discussion. Je vous l'ai mis ici dans la boîte de clavardage. Vous pouvez intervenir à l'oral en levant la main. Je vois déjà qu'il y a une main levée. Là, je passerai à vous en premier. Ou bien sinon, dans la boîte de clavardage aussi, vous pouvez écrire vos questions. Euh, Comme on vous l'a dit, on veut que l'espace, ça soit un espace vraiment ouvert, respectueux, bienveillant et tous les points de vue sont les bienvenus. Alors, n'hésitez pas à exprimer vos questions, préoccupations, s'il y a des choses à éclaircir et à intervenir. Là, on est vraiment là pour ça. Alors, je commencerai avec, j'espère que je vais bien prononcer aussi vos noms et je m'excuse à l'avance si c'est pas le cas. Florina Moldovan. Bonjour. Moi, j'aimerais personnellement remercier Monsieur Guy Poulain pour son intervention parce que j'ai trouvé qu'il a très, très, très bien résumé l'esprit dans lequel nous devrions travailler. Alors, merci beaucoup. Deuxièmement, j'aimerais juste souligner que nous ne devrions pas nous éloigner de la mission des réseaux de l'FRQ. La mission, elle est recherche. OK? Donc, ce qu'on voudrait, c'est que la recherche répond aux besoins des citoyens et le besoin des citoyens n'est pas toujours la recherche. Le besoin du citoyen, c'est l'accessibilité aux soins, à un meilleur être, vous voyez. Donc, il y a un cercle vicieux, mais il faut pas qu'on s'éloigne, que nous, c'est la recherche, pour que cette recherche, on la met au profit des soins. Mais ce n'est pas une porte d'entrée qui est un lien direct aux soins. Je dis ça parce que souvent, j'ai l'expérience avec des patients touchés par les maladies rares et qui veulent participer à la recherche à la condition qu'ils ont un passe-droite, directement à travers la recherche aux soins. Vous voyez, donc il faut vraiment faire cette distinction, mais il faut que la recherche soit mise dans le contexte du besoin des citoyens et des besoins de répondre pour apporter quelque chose en final pour les soins. Merci. Merci pour votre intervention. J'ai oublié de vous dire peut-être vous nommer et dire peut-être de quel réseau ou de quelle organisation vous venez. Est-ce que Florina, Madame Moldovan, vous êtes peut-être du réseau RAR?
Est-ce que Non, je me trompe? je suis pas du tout Ah, du réseau. Je suis du ok. réseau RISBOD, donc Oui. intersectoriel pour la santé durable en santé osseuse et dentaire. Et donc, c'est à travers les recherches pour les maladies rares et dentaires que j'ai quand même accès. Je travaille avec plusieurs types donc de recherches et je vois des patients qui me disent, je vais participer à la recherche si la recherche me donne accès à mes soins dentaires. Vous voyez le... Donc, on Oui. peut répondre aux besoins des citoyens, mais il y a un cercle, il faut pas s'éloigner et pas confondre notre mission ne sont pas les soins. C'est les recherches Merci. qu'on mène pour des meilleurs soins et pour une meilleure accessibilité aux soins. Mais nous sommes des réseaux de recherche. Excellent. Je vous remercie. Est-ce que Audrey, je vois que tu aimerais réagir? Oui, ben, en fait, c'est parce que votre commentaire me fait, parce qu'on est dans un contexte justement de renforcement de capacité, puis on n'a pas nécessairement tous la même connaissance. Il y a peut-être une distinction que j'ai envie de faire qui est liée à votre commentaire, qui est quand même fondamentale, puis que moi, j'ai oublié de faire aujourd'hui, puis je pense que c'est important d'en faire. Il y a une distinction extrêmement importante à faire entre un participant à la recherche et un partenaire de recherche. OK? Donc, on peut quand même, comme chercheur, avoir des dizaines de participants à nos recherches. Ça ne veut pas dire que cette recherche-là, elle est faite en partenariat avec des patients, les personnes concernées, des usagers du service ou des citoyens. OK? Et donc, la participation comme partenaire, puis la participation comme participant, c'est pas la même chose. Puis c'est là où le partenariat avec les citoyens, il se distingue. C'est qu'on est ici là, dans la conception de nos projets, dans la réalisation de nos projets. Donc, on n'est pas seulement dans la participation spontanée à un projet, par exemple, de recherche clinique ou à un projet de recherche sur la santé du vivant. Donc, c'est important de faire la distinction parce que souvent, on va me dire, oui, mais on a bien informé nos participants ou nos participants. Mais on ne parle pas de participants ici, on parle de partenaires. Quand je co-construis un projet de recherche avec des partenaires citoyens, je le co-construis à partir de leurs questions, de leurs besoins, et c'est là la distinction, c'est que ça devient presque des co-chercheurs dans notre travail. Ici, là, dans le réseau Précrisa, notre meilleur exemple, c'est justement la présence de Guy et Clara. Je parle beaucoup aujourd'hui parce qu'on a déterminé ensemble que j'allais présenter, mais dans les faits, toute la charte que je vous ai présentée aujourd'hui, on l'a co-construit, Clara, Guy, Micheline et moi, et chaque morceau a été réfléchi. On est arrivé ensemble à une vision qu'on considérait être la bonne. On l'a aussi soumis à l'ensemble de notre membership parce que à chaque étape, on allait chercher des nuances, des éléments, de l'engagement. C'est différent que de vous faire remplir un questionnaire ou de vous faire prendre une ponction de sang ou qui est souvent extrêmement important, hein. On ne peut pas faire de la recherche en nos participants à la recherche, mais c'est pas le même statut, c'est pas la même posture, c'est pas le même travail non plus. Donc, ça me permettait, votre commentaire, de juste amener cette distinction-là que bien honnêtement, je fais de moins en moins, mais juste pour m'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde, c'est important de la faire. Merci beaucoup. On passera à une autre question avec à l'oral et après ça, je prendrai une question du chat, là, du clavardage. Alors, je passerai à Scoraya Spice. Merci beaucoup. Merci, et merci beaucoup pour ces éclaircissements. Sincèrement, c'est un travail ardu pour la charte. Bravo à toute l'équipe. Moi, je suis coordinatrice donc du RISBOD. Je suis venue après la question de ma co-directrice. Euh, pour rejoindre un peu l'éclaircissement que vous venez de faire, Madame L'Espérance, j'ai une question spécifique à ce niveau-là et après j'ai deux petites questions concernant la charte. Donc pour le partenaire justement citoyen, comment s'assurer que la concrétisation se fait avec ses besoins en tant que tel? Comment que on va changer les politiques, etc. Comment s'assurer que réellement il y ait un changement
parce qu'on le sait que depuis la nuit des temps, il y a des recherches qui se font aussi avec le patient partenaire, dans les recherches cliniques en particulier, mais parfois les décisions politiques n'aboutissent pas. Et aujourd'hui, on a renversé la situation avec les nouvelles décisions, ce qu'on appelle la santé durable, où on mise justement que c'est le patient lui-même qui va nous dicter comment prévenir la santé. Donc, comment vous assurer qu'à travers justement la structuration de cette charte-là, il y a une concrétisation des éléments que peut nous apporter le patient partenaire. Et je donne un exemple spécifique, par exemple au niveau environnemental et urbain, les accessibilités pour les personnes à mobilité réduite ou l'insécurité alimentaire, etc. Mes deux petites questions, c'est concernant la charte et je voulais comme poser une question parce que je ne l'ai pas entendue ou lue. Et quelle est la place qui est réservée aux étudiants au niveau, par exemple, parce que c'est eux la relève de demain, et pour les amener à réfléchir à intégrer le patient partenaire dans leur démarche académique ou dans les démarches plus tard pour leur projet de recherche, d'une part. Et d'autre part, étant donné que c'est un réseau thématique justement du FRQ, comment votre réseau pourrait contribuer à collaborer avec les autres réseaux. Donc là, c'est au-delà de le côté interdisciplinaire parce que vous avez spécifié au niveau de votre charte l'apport ou le soutien que vous allez apporter à vos membres, et vous l'avez bien mentionné, mais qu'est-ce qu'il en est, par exemple, aux autres réseaux? Comment on peut travailler ensemble pour se soutenir mutuellement et mieux concrétiser donc les collaborations patients-partenaires? Voilà, merci beaucoup. Peut-être que je pourrais envoyer, il y a beaucoup de questions là-dedans, Scoraya. Je pense que peut-être, Guy, tu pourrais en aborder quelques-unes parce qu'il nous reste quand même juste 10 minutes au webinaire et j'aimerais quand même avoir aussi d'autres questions. Scoraya, on peut rester aussi après 13 heures, là, s'il y a certains éléments de ton intervention auxquels on n'a pas abordé. J'aurais envie de lancer cette question à Guy et puis la prochaine irait à Clara. Ah, est-ce- bon, C'est là, bon, ça va, Guy? je l'ai eu. Excellent. Excusez-moi, même ça fait des années, j'ai encore des difficultés de composer avec ça. Ah oui, il y a beaucoup de questions, effectivement. Euh, Moi, je pense qu'il y a un élément que je vais vous dire qui est très important à ne jamais oublier, là. Nous, on parle beaucoup de co-création. Alors, quand on parle de co-création, ça veut donc dire qu'il n'y a personne qui dicte à l'autre ses conditions. La co-création, on travaille ensemble. On fait une rencontre de nos savoirs. Donc, l'idée de partenariat citoyen, ce n'est pas que les citoyens deviennent, entre guillemets, les gens qui ont une vision d'autoritarisme sur la recherche ou sur le projet. Et évidemment, dans l'autre sens aussi, que ce soit les chercheurs ou les gestionnaires, l'idée, c'est de travailler en partenariat. Donc, quand on s'assure que des personnes s'impliquent comme citoyens dans des projets X, Y, Z, c'est parce qu'ils ont une sensibilité puis une ouverture à la co-création. D'où l'importance, si des gens viennent, par exemple, pour faire avancer un dossier, ou comme l'intervenante précédente avait dit, j'embarque dans la recherche en autant que ça me donne un privilège d'avoir accès à un soin, mais non, parce que je vais donner un exemple concret. À la chaire de recherche en santé durable, on a donné plusieurs bourses importantes à des étudiants. Il y avait des comités d'évaluation paritaires, citoyens partenaires et chercheurs. Et une des conditions, évidemment, il fallait que ce soit qu'il y ait des retombées puis qu'il y ait de l'implication citoyenne, tout le kit, mais il fallait que ce soit de la bonne science aussi, là. La bonne science, qu'est-ce que c'est? C'est que dans la recherche, il y a des critères, il y a des façons de faire, il y a de l'éthique. Alors, c'est sûr que tout ça doit être aussi respecté. Par rapport à ces questions-là aussi, au niveau du recrutement, c'est toujours de regarder la posture de l'objectif de la recherche ou du projet en tant que tel. Puis les personnes en termes de recrutement, il faut travailler à ce niveau-là. Puis l'autre élément que vous avez jasé, j'essaie de m'en souvenir, peut-être qu'il m'échappe celui-là, mais bref, la question d'impliquer les citoyens puis comment faire, c'est d'établir, à mon avis,
des fois, il ne faut pas chercher trop large avec les citoyens. Il faut établir le dialogue, il faut établir la discussion, il faut mettre les choses sur la table, des questionnements qu'on a mutuellement. Puis parfois, ben, ça peut être des questionnements un peu d'insécure ou d'inconfort, et c'est correct. C'est de jaser ça et de régler ça entre partenaires. Donc, d'agir comme des partenaires qui dialoguent, entreprennent un dialogue continu sur cette participation-là. Fait que je ne sais pas si ça répond à vos questions, j'en ai peut-être oublié une. Micheline, ah oui, Oui, au niveau ben, des... pour ajouter par rapport aux autres réseaux FRQ, Scoraya, déjà, Oui, puis déjà de vous, oui, les déjà de vous étudiants aussi. inviter. Oui, puis les étudiants, oui. Ouais. Est-ce que, euh, pour ce qui est des réseaux FRQ, je dirais déjà aujourd'hui, c'est une première étape où est-ce qu'on s'en parle. Et puis ben, je dirais c'est à poursuivre, c'est à poursuivre ce dialogue, de voir mais comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, parce que c'est pas juste notre but n'est pas juste comme elle l'a dit Audrey là, ça fait même partie, c'est écrit dans notre charte, c'est d'inspirer puis de voir comment est-ce qu'on peut tous faire ensemble pour que le partenariat citoyen tu sais, soit vraiment opérationnalisé à travers nos réseaux de recherche. Je prends une question dans la boîte de clavardage de la part de Geneviève Boilly, qui est Mais étudiante au excuse-moi, doctorat en Micheline, santé publique. Oui, juste rajouter que la question sur les étudiants, c'est qu'après oui. CRUSA, il y a un comité étudiant qui a été formé. C'est des gens qui ont même un budget de fonctionnement, qui vont faire des activités d'animation scientifique autour de la mission de Pré-CRUSA et de l'application citoyenne. Donc, il y a cette préoccupation-là aussi à Pré-CRUSA de travailler avec les étudiants. Merci Guy. J'y vais vraiment rapidement là parce qu'il nous reste que quelques minutes. Alors c'est pour ça que je me dépêche pour la dernière question. Peut-être Monsieur Cormier, là, vous pourriez rester si vous avez quelques minutes après 13 heures là pour votre question. Je sais que vous avez la main levée depuis un petit bout, mais je prends la question de Geneviève Boilly, qui est étudiante au doctorat en santé publique. Et elle nous demande un peu en lien avec l'intervention de Clara. Elle dit qu'on vit souvent un contexte idéal qui valorise la participation significative de toutes les voix dans une organisation où l'adhésion à cette vision et ses principes peut être variable. Avez-vous des réflexions sur les manières d'avancer en sachant que les façons de faire seront inégales d'un projet à l'autre, notamment un risque potentiel d'instrumentalisation des savoirs citoyens dans certains cas? Rapidement, Clara, si tu peux Oui. intervenir là-dessus. Ouais. Oui, tout à fait. En fait, tu sais, je vous dirais, moi, souvent, le conseil que je donne avec les équipes que j'accompagne, c'est surtout quand ils en ont jamais fait, ils savent pas c'est quoi, puis bon, ils savent un peu plus des fois conceptuellement, théoriquement, tout ça. Les gens y adhèrent à des degrés différents, en effet. Souvent, j'essaye de voir avec eux quel serait un élément où on pourrait aller vraiment valoriser ça. Ce que j'appelle en bon français des quick wins, là. Donc, on met vraiment nos efforts sur quelque chose qui va être quand même relativement facile à opérationnaliser, puis que les gens vont être réellement impliqués, puis qu'on peut, si possible, aussi avoir un livrable tangible de ça. Et ça, souvent, ça va aider les gens à dire, ah, OK, ah, c'est à ça que ça sert. Ah, mon Dieu, ben oui, on a eu quelque chose de nouveau dans notre façon de voir. Et là, souvent, ce qui va se passer, c'est un peu la bougie d'allumage. Et puis là, tout d'un coup, on dit, ah ouais, je pense que sur tel autre truc, ça serait peut-être intéressant. Puis là, on va retourner vers la personne avec qui on a collaboré, que ça s'est bien passé. Et puis, on va dire, OK, jusqu'à temps qu'on arrive des fois à des moments peut-être un petit peu plus complexes, mais on va avoir construit quelque chose au préalable. C'est beaucoup ce qui revient à ce qu'Audrey disait au niveau de la relation. Cette relation-là, souvent, quand elle est débutante aussi, puis qu'on apprend à se connaître un peu, on va pas nécessairement se lancer dans l'affaire la plus complexe à réaliser, puis qu'on va avoir des défis à pu finir, parce que souvent, il va y avoir du désengagement. Puis on saura pas non plus qu'est-ce qu'on a à faire à cette personne. On a bien envie de l'engager, mais on sait pas trop quoi faire. Mais je pense que si on y va tranquillement comme ça, souvent, c'est qu'on construit au fur et à mesure, puis on se rend compte que ça nous crée l'envie et le besoin de continuer aussi. Fait que, et ça permet, quand on n'est pas tous au même niveau pour activer le partenariat, à tout le monde y trouver son compte aussi. Et effectivement, éviter le phénomène d'instrumentalisation, parce que c'est des fois ça qui arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être sur un comité et de vraiment pas trop savoir qu'est-ce que je fais là, parce que personne n'a réfléchi à c'était quoi. Il fallait un citoyen, on a pitché quelqu'un, puis on sait pas trop quoi faire et on n'a pas réfléchi ensemble à la plus-value d'avoir cette personne-là autour de la table. Et c'est pas fait méchamment nécessairement, c'est juste de le réfléchir, mais encore une fois, de le réfléchir ensemble.
c'est un peu ça que j'ai comme conseil rapidement à donner, mais on pourrait en discuter longtemps de tout ça. Merci, Clara, si bien dit en très, très peu de temps. Là, je suis vraiment désolée. Monsieur Cormier-Piché, est-ce que vous pourriez rester avec nous après 13 heures? Vous avez quelques minutes? Oui, absolument. Je reste. Excellent. OK, super. Je suis bien contente. Alors, ben, j'aimerais vraiment remercier chaleureusement Audrey, Guy, Clara. Vous pouvez deviner le plaisir que j'ai à travailler avec eux sur la charte. Alors, humblement, là, je les remercie du fond du cœur. Là, c'était vraiment un plaisir, toute cette aventure de créer cette charte. Et puis merci pour votre présentation, pour les discussions. Merci à les membres du réseau Précrisa qui ont participé aussi à la charte parce qu'on les a consultés durant quelques mois. Et puis, merci à vous, participantes et participants, d'avoir été là et d'avoir participé à la discussion aussi. Nous avons une question à vous lancer, Audrey, là, pour l'appréciation du webinaire. On va Oui. aussi arrêter enregistrement qui va être disponible en ligne, puis vous pouvez surveiller là, à travers nos réseaux sociaux et tout ça. On vous fera part quand ça va être mis en ligne. Et on vous le redit pour ceux qui n'étaient pas là, mais on reste pour la prochaine demi-heure si jamais vous avez du temps et vous avez des questions encore ou des discussions qu'on peut continuer ensemble. Exactement. Est-ce